Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle. Quel est le conseil de lecture d'Au fil des pages pour cette semaine ? Alors pour cette semaine, moi je vais vous conseiller le livre de Pascal Manoukian qui s'appelle Le paradoxe d'Anderson. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il va venir à la librairie le 6 décembre pour le présenter et vous le dédicacer. Et la deuxième, et pourquoi je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu envie que Pascal vienne vous le présenter à la librairie, c'est que c'est un livre qui est en plein cœur, en prise avec l'actualité sociale, économique qu'on connaît justement actuellement. C'est l'histoire d'un couple d'ouvriers qui a toujours payé ses factures, très honnête. Deux enfants qui ont vu des charrettes sociales, comme on dit, passer devant eux, puis ils ont à chaque fois été épargnés. Et là, coup sur coup, ils vont tous les deux tomber dans le chômage. Et c'est au moment où leur fille révise son bac. C'est très important pour eux parce que ce sera la première dans la famille qui sera diplômée. Donc pour pas la perturber dans sa révision, ils vont décider de cacher ce qui leur rencontre comme difficulté. Et ça va les mener à faire des choses à la fois inconscientes et drôles et des choses plus dramatique. Voilà. Donc on est partagé à la fois entre cette énergie qu'ils ont pour enjoliver le quotidien et en même temps la réalité économique qui les rattrape. C'est extrêmement bien écrit. C'est des grands moments de joie et en même temps c'est très important prendre conscience de tout ça, mais à travers l'écriture, à travers un roman. Ce livre tombe bien. Oui, et malheureusement, mais bon, voilà, la réalité est également présente dans les romans et dans l'imaginaire des écrivains. Bien sûr. Merci Caroline. Merci Isabelle. C'était hier ou presque. Le 2 décembre fut une date importante pour Napoléon Ier. En effet, le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français à Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII. À peine âgé de 35 ans, il reconstitue à son profit l'empire de Charlemagne. La cérémonie est quelque peu brouillonne et totalement dénuée de spiritualité et de recueillement. Elle s'éternise pendant 3 longues heures. Un an plus tard, jour pour jour, l'empereur Napoléon Ier remporte à Austerlitz sa victoire la plus éclatante. En quelques heures, sous un soleil hors saison, il vainc 2 autres empereurs. Alexandre Ier, tsar de Russie, et François II de Habsbourg-Lorraine, empereur d'Autriche et titulaire du Saint-Empire romain germanique. Austerlitz est appelé pour l'occasion Bataille des 3 empereurs. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Pierre-Marie-René Ernest Waldeck-Rousseau, né le 2 décembre 1846. C'est un homme d'État libéral français. Il est célèbre pour avoir participé à la légalisation des syndicats, les lois Waldeck-Rousseau de 1884, ainsi que la loi de 1901 sur les associations. Ministre de Jules Ferry dans les années 1880, il forma alors un gouvernement dit de défense républicaine, incluant notamment le général de Gallifet d'un côté et de l'autre le socialiste Millerand. Il mène une politique économique et sociale prudente et modérée. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire au journaliste
David Pujadas, qui fête ses 54 ans. Bonjour. Du 15 au 25 novembre, c'était les Boréales de Normandie à Caen et ailleurs en Normandie, la 27e édition. Et le 18 novembre, c'était la fête nationale de la Lettonie. C'était donc toute une journée balte à Caen. On pouvait commencer par un déjeuner letton au Café Mansell. Puis, c'était une lecture musicale à partir d'un texte de Sandra Kalniet, née dans un kolkhoz en Sibérie, de parents lettons déportés. Ils ont été déportés de 1941 à 1957. Le texte s'appelle « En escarpin dans les neiges de Sibérie ». C'est Émilie Chevrillon qui lisait, une comédienne qui a commencé près de Laurent Terzieff et est entrée en 2010 au Théâtre de la Huchette, où elle joue régulièrement la leçon de Ionesco. Ensuite, un écrivain letton, Yanis Ionevs, auteur de Métal, édité chez Gaïa, échangeait avec Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO et co-auteur d'un petit livre de sociologie, Les Lettons, édité aux ateliers Henri Dougier. Métal, paru en Lettonie en 2013, avait été un best-seller. Il y était question de la musique métal, du suicide de Kurt Cobain en 1994, quand, en Lettonie, rien n'était plus interdit, quand il n'y avait plus de bataille politique à mener, mais des batailles individuelles. Et le métal était une forme expressionniste de bataille. Céline Bayou a, elle, insisté sur la place importante de la musique dans ce pays, de la nature, des femmes aussi. La Lettonie a déjà eu une femme Premier ministre, une femme présidente de Parlement, une femme présidente de l'État. Enfin, dans une table ronde, Franck Lano interviewait 3 auteurs, 2 Estoniens, un Lituanien, qui nous parlaient de notre époque par des détours, à travers 3 genres différents. Le conte pour enfants, Le jour où j'ai appris à voler, édition Passage, d'Indrek Koff, traducteur et interprète par ailleurs, parlant un français fabuleux. Le conte pour enfants, donc disais-je. Le roman historique Sur la croisade, Le pèlerinage de Tiit Alexeyev aux éditions Intervalle. Alexeyev est un ancien diplomate. Enfin, le roman de SF dont nous avons un peu déjà parlé, Espace lointain, chez Agulot, de Jaroslav Melnik. Il faut savoir que Espace lointain est juste paru en poche avant le festival. Donc conte, roman historique, SF, 3 moyens de parler d'aujourd'hui. Le conte d'Indrek Koff met en avant la fraternité, Tiit Alexeyev nous plonge dans la guerre, et Espace lointain nous entraîne dans un système de dictature, dans une utopie épouvantable, une dystopie. Melnik, avant de l'écrire, n'avait lu ni Orwell, ni Huxley, ni Zamiatin. Il l'a fait depuis et Orwell est devenu son écrivain préféré. Rappelons le sujet, une société où on est aveugle. Un homme, Gabre, devient capable de voir. Il faut le soigner, disent les autorités. Jaroslav Melnik a lui-même une myopie très importante. Il dit lui-même que c'est peut-être un des points de départ de ce livre. L'autre point serait qu'il a vécu sous le régime soviétique quand il était jeune et que le régime soviétique est une société qui était une société aveugle. On ne disait pas dans cette société c'était dangereux. Le livre parle du monde de la vérité et du monde du mensonge, car les dirigeants de cette société aveugle, eux, sont des voyants. Les espaces lointains, titre du livre, sont, selon les dirigeants, des espaces qui n'existent pas. Gabre, maintenant qu'il voit, peut les voir. Et il peut voir leur beauté, et il peut voir la misère de ses compatriotes aveugles. Le livre est constitué de l'histoire de Gabre, mais aussi de textes administratifs, de poèmes interdits, du journal intime de Gabre, de lettres d'autres personnages. Et voilà un extrait où Gabre voit autour de lui la cité, les espaces lointains. Ça peut provoquer le rire, on peut voir ce qu'est le rire pour cette société, et ce que cela crée chez Gabre et sa fiancée. Curieusement, il ne s'évanouit pas. La peur n'était plus aussi forte que la première fois. Il découvrit à peu près ce à quoi il s'était attendu. Une grotte artificielle dont les murs en béton armé étaient plongés dans le noir. Assis à des petites tables sans couleur, des épouvantails à moitié nus, que Gabre connaissait bien maintenant. Fumaient, tête baissée,
où sirotaient des boissons organiques. Une partie de ces épouvantails se trémoussait dans un coin. Une sorte d'ondulation vacillante s'infiltrait par la porte ouverte, s'estompait au fur et à mesure et disparaissait complètement au fond de la pièce. Des silhouettes, telles des chimères, se tenaient debout, immobiles, ou se déplaçaient à peine visibles. Gabre se leva. L'espace proche n'existait plus. Il n'avait plus besoin de tendre l'oreille pour avancer, pour contourner les tables et leurs chimères. Il n'avait plus besoin d'écouter ce qui l'entourait. Gabre atteignit la porte d'entrée promptement et sans encombre. Là, il s'arrêta. Son voisin de table le suivait. Un détecteur de mouvement à la main, l'homme se figea à quelques mètres de Gabre. Il attendait. Il veillait à ne pas se retrouver dans l'espace proche de Gabre. Pourquoi le suivait-il? Pourquoi s'était-il arrêté? Qui était-il? La rue, une construction aride en béton armé, bourdonnait et tremblait, secouée par le passage des wagons magnétiques. À gauche, à travers les colonnes en fer qui soutenaient les niveaux supérieurs, Gabre distingua quelque chose. Son cœur s'emballa. Cela ressemblait au miracle flamboyant qu'il avait admiré au-dessus de l'étendue de petits vallonnements mousseux et mouvants. À nouveau, des sonorités étranges se formèrent dans sa poitrine. C'étaient des sons convulsifs, saccadés. Ils s'échappaient sans qu'on puisse les retenir. Les silhouettes blafardes qui vacillaient à ses côtés marquaient le pas, étonnées sans comprendre d'où venaient ces éclats de rire. Le niveau supérieur, ébranlé par des wagons magnétiques, semait des petites particules de son revêtement de ciment. Des armatures métalliques se dressaient tout autour. Extrait du Dictionnaire des archaïsmes. Concepteur, Académie de l'archéographie de l'Union gouvernementale, Institut de lexicologie. Rire. D'après des livres anciens, son convulsif et incontrôlable, provoqué par une compression soudaine de la cage thoracique qui rejette l'air vers le larynx, formant une vocalisation semblable à un clapotement, voire dictionnaire usuel moderne. Le rire est considéré comme un résidu de nos origines animales. On rencontre encore ces vocalisations chez les personnes atteintes de certaines psychoses lorsqu'elles se trouvent en état de frénésie. Le rire est souvent accompagné de la perte du « moi » et de l'explosion des instincts, voire aussi joie. Et maintenant que Gabre a retrouvé la vision, sa compagne, enfin la jeune femme qui l'aime, est très ennuyée et elle lui écrit. Extrait d'une lettre de Lioz. « Gabre, je t'en supplie, il faut que l'on se parle encore une fois. Tu m'as fait terriblement peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous étions si heureux. Nous nous apprêtions à commencer une vie commune. Pourquoi cette maladie? J'ai peur pour ton esprit. Je t'en prie, n'oublie pas de prendre régulièrement ton bicéphasol. Non, excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on dit. Bicéphasol. Et tout ira bien, tu verras. Nous serons heureux à nouveau. Appelle-moi. Je n'arrive pas à te trouver. » Voilà un beau roman d'aventure, voilà une belle journée balte, une des belles propositions de ces 27e Boréales de Normandie qui viennent de s'achever. Et voilà la musique, le DJ Monsta, qui était lui aussi au Boréales de Normandie, qui est un des DJ les plus expérimentés de Lettonie, qui a un nouveau challenge de mixer l'électro à la musique traditionnelle et qui a fondé le groupe ZEME, Z-E-M-E, lui au scratching et Laima Jansonic au crocle, instrument à cordes traditionnel. Au revoir. Dame contra de zee. Hey, daar zit de boemboelet, hey, boemboelet, hey, daar zit de boemboelet, hey, boemboelet, hey, boemboelet. Oh, daar zit de boemboelet, hey, boemboelet, hey, boemboelet, hey, daar zit de boemboelet, hey, boemboelet, hey, boemboelet. Appakoi, appakoi, appakoi.
Jocelyn Brudet, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois là aujourd'hui parce que je crois que votre actualité est très riche. Vous êtes metteur en scène, comédien, auteur et vous êtes aussi, il faut le dire, référent coordinateur de l'internat de la réussite au Havre, au collège Claude Bernard. Alors j'aurais bien aimé que vous nous parliez un petit peu de l'association que vous êtes en train de créer avec d'autres qui s'appelle Quilombo. Quilombo. Voilà. Alors, parlez-moi de l'association Quilombo, peut-être l'origine de ce nom Alors, déjà. l'origine de ce nom, c'est un nom que j'aime bien. J'aime bien la sonorité de Quilombo, parce que C'est c'est vrai. un peu comme une sorte de cri guerrier. Et donc, les Quilombos sont des communautés qui ont existé au Brésil. Et donc, lorsque les esclaves habitants au Brésil s'échappaient, ils se réfugiaient dans des communautés qui s'appelaient des Quilombos. Donc ça veut dire que l'association se place directement, linguistiquement, dans un axe de résistance. Ah voilà, oui. Voilà. Alors, vous avez des ambitions pour cette association. Vous allez bientôt déposer des statuts. Alors, peut-être vous pouvez tracer un historique. Je crois que ça a commencé un petit peu en 2006. Oui, c'est ça. En fait, cette association Quilombo, qui a donc sa naissance d'un point de vue juridique, est prévue au plus tard pour le mois de juin 2019. Mais c'est une histoire qui remonte effectivement à 2006, parce qu'en 2006, donc je me suis retrouvé, propulsé leader d'une structure, d'un collectif qui avait pour objectif de commémorer pour la première fois la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, décidée par Jacques Chirac en avril 2006. Voilà. Donc on avait voulu marquer le coup, et il se trouve que nous avons fait beaucoup de choses Oui. qui ont bien réussi, et peut-être qu'on a eu l'ambition de faire un concert un peu trop gigantesque, sur lequel on n'a pas eu le temps de communiquer, et qui a posé un certain nombre de problèmes. Donc suite à ça, j'ai voulu prendre le temps de réfléchir, de faire d'autres choses et de revenir plus fort. Depuis plusieurs années, la journée du 10 mai est effectivement marquée par une commémoration Tout à fait. là-bas au bord de la plage. Tout à fait. Donc il y a une commémoration nationale qui se passe généralement à Paris. Et en ce qui concerne le Havre, la municipalité a décidé depuis plusieurs années, quelques années après 2006, de mettre en place chaque année une cérémonie protocolaire avec la présence de députés, des élus, du sous-préfet et aussi de citoyens du Havre. Et de collégiens. Et de collégiens. Oui, j'ai vu des pièces que vous aviez montées avec eux qui étaient tout à fait attachantes et intéressantes. D'accord, c'est vrai que depuis 2014, donc je suis la personne, l'artiste qui travaille avec les collégiens du Havre pour présenter à chaque fois un spectacle de 10 minutes, environ 10 minutes, qui est une production artistique qui est toujours en lien avec les documents des archives municipales du Havre sur la question de l'esclavage. Alors effectivement, il faut qu'on parle de deux choses. Il faut qu'on parle déjà de cette plaque commémorative. Je crois que vous avez aussi des choses à dire, vous, sur cette plaque, parce qu'elle vous semble sans doute insuffisante pour commémorer l'histoire. Oui, si vous voulez, tout d'abord, cette plaque a le mérite d'exister. Bien sûr. Elle existe. Bien sûr. Et ce qui est déjà un geste à la fois démocratique, républicain, citoyen, municipal, important. Mais nous pourrions aller plus loin. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que si l'on compare avec la ville de Nantes, Par notamment, exemple. elle a créé un mémorial par rapport à l'esclavage qui est connu d'un point de vue international, puisque par exemple il y a un article qui est sorti dans le New York Times là-dessus, et donc ça veut dire que la mairie de Jean-Marc Ayrault à l'époque a mis ça en place, alors pas tout seul parce que ils ont été associés à d'autres structures associatives, mais ont mis en place un mémorial qui existe, qui est à la fois instructif, ludique, artistique, Bien sûr. Et visible. et visible. Donc le souhait, par tous. c'est que pour le Havre, qui est un ancien port négrier comme Nantes, comme Bordeaux, comme beaucoup d'autres ports en France, eh bien qu'il y ait un monument Bien sûr. à la hauteur Bien sûr. de la ville du Havre, Oui. à la hauteur Oui. du tort que ça a pu faire, à la hauteur de la compensation, de la réparation qui est nécessaire de faire pour
notamment un besoin de meilleure cohésion sociale. C'est ça. Alors la deuxième chose, le deuxième point, c'est donc les archives municipales, parce Oui. qu'effectivement votre association se préoccupe de médiatiser le fonds Boivin-Colombelle. Vous Tout pouvez à fait. peut-être nous en parler. Oui, donc la ville du Havre dispose d'un trésor, voilà. C'est-à-dire que elle a acheté il y a quelques années donc ce fonds Boivin-Colombelle qui dispose de plusieurs documents, de plusieurs registres où on va trouver des documents, par exemple une lettre écrite par Monsieur Fouache à Monsieur Pécoul. Monsieur Fouache étant au Havre, mais ayant une habitation en Martinique, et c'est Monsieur Pécoul qui gère. Et de temps en temps, Monsieur Fouache va rendre visite à Monsieur Pécoul pour voir si l'entreprise esclavagiste se porte bien. Donc il y a aussi des registres, on connaît quels sont les noms des bateaux qui partent, on sait où ils vont, d'où ils partent, on connaît le tonnage par rapport au bateau, le nombre d'esclaves. Il y a aussi une chose qui impressionne en général les collégiens et les visiteurs, ce sont les actes de décès du bateau l'Alligator qui est parti du Havre. Et donc à chaque fois qu'un esclave mourait, eh bien le capitaine du bateau, qui était le capitaine Bernabé, je crois, eh bien consignait la chose dans un registre où il y avait un acte de décès, et c'est tout à fait impressionnant. Donc il y a des documents tout à fait passionnants. Passionnant. Oui, Et donc c'est c'est un ça. véritable trésor dont dispose la ville du Havre, comme la ville de Nantes aussi dispose d'archives impressionnantes, comme la ville de Rouen aussi. Et donc le but, c'est que les Havrais puissent connaître ce fonds Boivin-Colombelle, Bien sûr. et que ce soit accessible à tous par différentes... Alors, vous instructions. aimeriez, bien sûr, vous aimeriez aussi que les documents sur l'esclavage soient davantage connus des Havrais Oui, et plus visibles peut-être dans les bibliothèques. oui. Alors après, il va y avoir Oui. deux axes différents. Il y a vraiment Voilà. le travail sur le fonds Boivin-Colombelle, Mhm. avec la problématique qui est comment pourrions-nous faire pour que des Havrais qui ne sont pas des historiens, qui ne sont pas des professeurs, qui ne sont pas des personnes qui vont naturellement aux archives, puissent s'intéresser à ces documents, par quels médias, par quelles méthodes pédagogiques, etc. Donc c'est un travail pédagogique, informatif, social. Je vous donne un exemple. Par exemple, un groupe associatif qui aimerait faire un travail théâtral, artistique, Par exemple. à partir des archives. Donc c'est pas un travail frontalement scientifique, et ça permet de pouvoir justement mieux connaître Bien sûr. tout ça. Oui. Après, le travail par rapport donc aux bibliothèques notamment, là c'est un travail sur l'esclavage et le Havre, mais aussi l'esclavage en général. Pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, sachant qu'il existe pléthore de livres, de documents, de DVD, pour tous les âges, dans tous les registres, en ce qui concerne l'esclavage. Mais ces documents sont en général dispersés dans les bibliothèques ou peut-être même inexistants. Alors, il faudrait vérifier au niveau des bibliothèques municipales faudrait du Havre. vérifier. Vous aimeriez un rayon, Je peux pas dire que ce soit une inexistant. partie, J'aimerais que, parce que le Havre, justement, a été un port négrier, qu'il y ait une partie très visible, très identifiée, très connue, très médiatisée, où on puisse dire, pour des gens du Havre, même des gens qui ne sont pas du Havre, je sais que là, je vais trouver de la documentation sur l'esclavage. D'autant plus que ça permettrait de lutter contre des préjugés. Bien sûr. Et d'apporter un peu de savoir à tous ces gens qui se font de drôles d'idées sur l'histoire du Havre ou l'histoire de l'esclavage. Ce qui permet d'atténuer les préjugés, ce sont des sûr. connaissances objectives, réelles, de documents certifiés. Oui, voilà. Et donc c'est là où justement on peut arrêter dans un sens ou dans l'autre, Ça, c'est d'avoir très important. des fantasmes sur tel ou tel négrier. Oui, bien sûr. Du coup, vous pensez aussi à des actions de formation, peut-être Oui, ça me semble effectivement de- important que les personnes soient formées. Quand je dis formées, c'est pas du tout pour que tout le monde devienne professeur d'histoire, c'est pas ça. Dans un premier temps, les personnes qui seront dans l'association, en tant qu'adhérents ou comme membres de l'association, ça me paraît important qu'ils puissent connaître l'histoire du Havre et de l'esclavage. Bien sûr. Donc, si un journaliste passait par là et que le président ne sache rien de ce qui se soit passé, ça serait un peu étrange. La formation, c'est aussi une mission éducative, une mission publique, donc en partenariat avec l'éducation nationale, Bien sûr. pour travailler avec eux, pour être associés et pour dire nous aimerions que la majorité des professeurs aient
aient connaissance de l'histoire du Havre par rapport à l'esclavage, Ah oui, c'est très notamment important. les professeurs d'histoire, et aussi de l'esclavage Bien sûr. en général, Bien sûr. bien que ce soit déjà au programme des quatrièmes, par exemple, Oui, oui. donc c'est Oui, oui. obligatoire, Oui, oui. mais que aussi à l'école primaire, qu'on soit sensibilisé par rapport à ça, et qu'on trouve ça Oui. important, Oui, oui. et que si je donne un exemple, que la semaine de lutte contre Voilà. le racisme, au Mhm. mois de mars, Effectivement. puisse réellement exister au Havre de manière visible et médiatisée. Mhm. Bien sûr. Donc tout ça passe aussi par la formation, et c'est oui. aussi la formation de tout un chacun. Voilà. Alors, vous êtes invité à Paris à une consultation nationale que le président de la République a mis en œuvre à la suite, je crois, de François Hollande. Parlez-moi un petit peu. Oui, alors François Hollande a inauguré en 2015, exactement le 10 mai 2015, il a inauguré un monument, enfin un musée, enfin un lieu de mémoire important en Guadeloupe qui s'appelle le Memorial Act. À ce moment-là, certaines personnes ont interrogé François Hollande sur la question de la réparation. Et lui a répondu quelque chose qui me paraît juste. La réparation passe par un accompagnement par rapport au service public, de soutien par rapport à des projets qui permettent à la population de réfléchir à cette question de l'esclavage. Et donc, pour faire ceci, eh bien, il a voulu mettre en place une fondation sur les mémoires de l'esclavage, qui déjà existe, qui est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes. Et cette fondation existante se pose la question de quelle stratégie, quelle méthode, quel contenu, que faire, auprès de qui, comment. Et donc pour ça, elle a invité 150 personnes qui viennent de la France tout entière, qui viennent aussi des Antilles, par exemple, et qui vont, durant un week-end, réfléchir par un système de travail en atelier sur que proposer donc à cette fondation pour qu'elle puisse avoir la meilleure efficacité possible. Et donc nous aurons la chance de travailler avec Madame Taubira, qui sera présente et qui va réfléchir avec nous à toutes les actions pouvant être mises en place. Il faut préciser que l'esclavage a quand même été dénoncé comme crime contre l'humanité. Oui, donc la France est, je crois, le seul pays au monde qui a pu, en passant par donc les députés et les sénateurs, énoncer le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose nationalement et d'un point de vue international qui est extrêmement fort. Tout à fait. Donc la France pourrait s'honorer de l'avoir fait et en même temps de poursuivre ce travail mémorial avec une fondation forte, démocratique, participative. Voilà. Et qui serait financée par des fonds publics et aussi des fonds privés, et dans laquelle pourraient travailler des gens bénévoles, des gens professionnels, des associations, des personnes physiques, des personnes morales, qui pourraient toutes participer à un ensemble d'actions qui soient différentes. D'ailleurs, après, c'est le travail du président, de Jean-Marc Ayrault, de Oui, bien sûr. Oui. faire tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, toutes ces questions-là sont encore trop peu visibles, trop peu démocratisées, trop peu... Alors, on peut quand même noter une certaine amélioration. Oui. Si on est juste, donc ça veut dire que depuis quand même 40-50 ans, alors évidemment la question du racisme est toujours présente, ça monte, ça descend, c'est toujours là, dans tous les sens, pour tout le monde. Oui. Mais la prise en charge publique de cette question, par exemple, du racisme, elle existe et de manière assez forte. C'est-à-dire que, je donne un exemple, Manuel Valls, Premier ministre, met en place une délégation interministérielle qui s'appelle la DILCRA, délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc ça veut dire que ça, c'est donc un travail de l'État qui est mis en place et qui montre que, alors c'est aussi à cause d'événements qui se sont passés. Bien sûr. Si je dis par exemple oui. 2006, Jacques Chirac, il n'y aurait pas eu, je crois, 2006, il n'y avait pas eu les émeutes dans les banlieues de 2005. Oui, Donc les choses n'existent pas toutes seules. Oui, voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le fait qu'il existe des associations, ça me paraît d'un point de vue démocratique indispensable que les citoyens accompagnent des démarches municipales et des démarches aussi gouvernementales. Oui, tout à fait. Surtout que ça permet d'incarner des idées.
Ça incarne des idées, et ça veut dire que ces idées-là n'appartiennent pas de manière exclusive au monde des spécialistes de la politique. Bien sûr. C'est-à-dire que la société civile s'empare de ces questions. Oui, oui. Et je crois que par exemple au Havre, effectivement, il y a un gros travail encore à faire et qui est en train de se faire. Alors il est en train de se faire. Parce Voilà. que parfois quand je rencontre des gens qui me disent « Oh, le Havre ne fait rien », je dis « Non, c'est faux. Oui, oui. C'est D'accord. entièrement faux. Oui. Pour travailler parfois comme partenaire Mmh. avec les villes du Havre, je peux vous dire que c'est faux. Mmh. Et que les villes du Havre fait des choses. Mmh. Alors après, est-ce qu'on peut accélérer le rythme? Est-ce Oui. qu'on peut faire des choses plus importantes? Oui. Oui, voilà. Mais On va, comme dans, on va pouvoir comme vous dans dire toutes ça. les villes, Mmh. il ne faut pas compter que sur les municipalités pour le faire. Il faut Bien que les sûr. citoyens eux-mêmes s'organisent Bien et sûr. collaborent avec la Oui. ville là-dessus. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, Jocelyn, ce futur est très riche. Merci. Alors, on va vous souhaiter quoi? Bonne chance, bon travail, Bon courage. bon Bon courage. travail. Et puis un grand merci. Et puis aussi beaucoup de convivialité, parce que c'est Tout à fait. c'est dans une ambiance tout à fait conviviale. qu'on Oui, et beaucoup de chaleur humaine, Voilà, beaucoup merci. d'amitié. Merci beaucoup. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BDlirium. Alors, quelle lecture pour cette semaine? Alors, cette semaine, ça sera du polar ou du thriller au choix. Alors, ça s'appelle Scalp, c'est de Jason Aaron. Alors, cette histoire va se dérouler sur 30 ans. Voilà, on va suivre tout simplement le montage d'un casino en réserve indienne. Alors, tous les agréments du polar sont dedans. Mafia, agent de la CIA, agent du FBI, drogue, prostitution, meurtre. Enfin bref, un sacré mélange. Oui. Voilà, c'est très dur à lire. Que dire C'est très dur, mais en même temps, il y a un suspense insoutenable. Un suspense insoutenable, qui nous entraîne effectivement. jusqu'à la fin. Et beaucoup de flashbacks, vu que l'histoire se déroule sur une trentaine d'années. Donc ça, c'est très bien et ça aide Oui. au récit. Je crois qu'il y a un jeu sur les couleurs. Je vois ça. Les vignettes sont soit en couleur, soit en noir et blanc. Oui, et c'est surtout très sombre. C'est très sombre. Mais ça colle parfaitement avec l'ambiance de la bande dessinée. Oui, oui. Voilà. Oui. Alors, Voilà. ce que j'ai l'habitude de dire sur cette série aussi, si vous la lisez et Oui. que vous n'avez pas le moral, vous l'aurez. Parce que quand vous voyez ce qu'ils vivent, c'est vraiment très très dur. Ah, c'est une très bonne idée. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Sandrine Dunoyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe à la culture à la mairie du Havre et vous avez mis en place peut-être vous-même récemment une opération qui s'appelle les 7 au carré. Est-ce que vous pouvez m'en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, avec plaisir. C'est la 3e année, en fait, que nous accueillons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les 7 au carré au sein du théâtre de l'Hôtel de Ville. Une fois par mois, le jeudi soir, une forme qui n'a pas lieu dans la salle de spectacle, mais qui a lieu dans ce qu'on appelle le carré du THV, où on accueille régulièrement des expositions tout au long de l'année. Et donc, on a une proposition c'est une petite forme, pour la simple et bonne raison, c'est que la jauge et l'espace est bien réduit, donc on peut accueillir entre 80 et 100 personnes une fois par mois pour du théâtre, de la danse, même dans ce petit lieu, de la musique, de la littérature. Notre volonté a été depuis 3 ans, parce que l'accès est gratuit, c'est la seule proposition gratuite que nous ayons dans ce théâtre. On pratique une politique d'accessibilité. Oui, c'est très important, ça peut effectivement compter pour certaines personnes. L'entrée libre. Une entrée libre, c'était plutôt ça l'idée, une entrée libre. Comment faire venir des publics un petit peu différents dans un lieu de théâtre, dans un lieu de culture, sur des propositions qui sont pas plus faciles que d'autres, c'est pas du tout le sujet, mais qui sont à un horaire où on n'a plus d'engagement, on sort du travail, on n'est pas encore rentré à la maison, et si on a 45 minutes à passer, eh bien on peut rentrer, on pousse la porte et on a un espace de liberté et une pause culturelle incroyable. Oui, voilà, c'est à 18h, je crois. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un jeudi par mois. C'est aussi un temps où on met en valeur des artistes
havrais ou de la région, de qualité, dont on sent qu'ils ont le vent en poupe et qu'on va les voir ailleurs. Et on est très content de faire cela. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine Dunoyer. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.